En 2 minutes, je pense que les patients et leurs représentants dans les associations de consommateurs sont un des partenaires importants dans le système de santé et qu'ils auront un rôle à jouer de plus en plus important. On a vu l'évolution du rôle joué par les consommateurs depuis l'époque du HIV, alors en français c'est le sida, où les consommateurs sont devenus très proactifs et ont obligé les agences de santé à changer leur façon d'évaluer les médicaments de façon à avoir des médicaments plus vite. Et ce rôle sera, à mon avis, de plus en plus important. Et dans cette mesure, de la même façon que les professionnels de santé doivent rester indépendants s'ils veulent garder leur crédibilité, il en sera de la même façon, pardon, excusez-moi, il en sera de même pour les organisations de consommateurs. C'est une question de crédibilité, à savoir, les associations de consommateurs devront rester indépendantes et des industriels et des pouvoirs publics si elles veulent garder leur crédibilité au niveau du public. Et c'est vraiment un challenge, un problème pour elles, parce qu'elles ont encore moins de ressources peut-être que les associations de consommateurs. Les cotisations des membres, à la différence des médecins, elles ne pourront jamais être très élevées. Donc c'est un problème très important pour promouvoir ces actions de consommateurs sans avoir l'interférence de l'industrie pharmaceutique. En gros, c'est mon message, c'est comment faire pour garantir l'indépendance de ces organisations qui, à mon avis, sont essentielles parce que c'est le seul acteur qui a vraiment l'intérêt et le seul intérêt des patients en jeu, à la différence des autres acteurs. Donc merci Agnès. Nous avons eu pour information donc 3 représentants des patients, UFC Que Choisir, Espace Éthique, donc comité éthique, et d'une association Reuker qui essaye de gérer au mieux le patient ayant des troubles cardiovasculaires, essentiellement hypertension et diabète. Merci Agnès de nous avoir fait part de tes idées. Et puis, tu peux rester connecté sur mesdossiers.re, mais nous continuons en français et avec une petite question venant du Canada. Madame Manon Niquette, a professor in the Department of Communication and Information, Laval University, in Quebec. Her question is for Mr. Castle. Congratulations. Do you have any examples of how the web and online communities are used to sell sickness? Donc, de Madame Niquette, professeure titulaire à l'Université de Laval au Québec, qui demande félicitations pour votre présentation. Est-ce que vous avez des exemples sur les communautés du web et sur Internet, comment elles ont l'habitude de vendre la maladie, en quelque sorte? Merci. So I will answer in English. Okay. There are numerous examples of selling sickness online, and I think some of the best ones have been a mix between newspaper advertising, where the punchline, the main message in the advertisement is to go online to this website. So it directs people to the website. And the example that I used was about low testosterone. Really, the goal there was to get men to go online, to look at the list of symptoms, answer the questionnaire, and then take the questionnaire to their doctor and ask, do I have this condition? You know, the other area where the internet has been very important in selling sickness is in the world of social media. And in North America, we have things such as Facebook and Twitter, and these ways of communicating to followers, to large groups of people. And increasingly, I can talk to you at some length. Increasingly, the pharmaceutical industry has discovered that social media is a very important way of getting messages out, and they are using social media very,
like they use any other method of communicating to their consumers. Oh, mon français, c'est trop mauvais. Oui. Alors la façon la plus efficace pour pour l'industrie pharmaceutique de communiquer, c'est d'attirer les gens par les journaux et de les rediriger sur Internet ensuite, dont l'exemple de la testostérone basse. C'est un journal qui propose aux personnes, aux hommes, d'aller sur Internet remplir un questionnaire. Ensuite, le questionnaire est rempli, la personne l'imprime, va voir son médecin et va demander à son médecin si elle est malade et son médecin le traite. La deuxième façon, ce sont les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, qui peuvent permettre de faire passer des messages à très très grande échelle et donc de vendre des maladies en ligne. Merci beaucoup. Donc cette personne du Canada a entendu la réponse, c'est vraiment bien, je pense que c'est intéressant. Alors j'aimerais quand même qu'il y ait un tout petit peu de débat avant d'avoir Alain Siary qui est en métropole avec nos sages, je vous rappelle. J'aimerais d'ailleurs que chaque sage se présente un peu plus longuement en français pour les personnes qui ne les connaissent pas. Donc je vais laisser le micro. Madame Aude Emmanuelle Moirot par exemple. Oui, bonjour, je suis donc philosophe et j'aurais aimé m'exprimer déjà sur le fait que le médicament apparaît ici non pas comme une simple molécule, mais aussi comme la matérialisation d'un contrôle social qui devient de plus en plus prégnant. Donc voilà, on a un peu l'impératif d'être en bonne santé, de prendre soin. Ça serait comme un nouveau surmoi qui s'imposerait à nous, à la société. Et autre chose qui m'inquiète un peu, c'est que bon, là on voit, c'est l'évolution de l'image du médicament ces dernières décennies. On sait qu'au XXe siècle, il y a eu des grands médicaments comme la pénicilline, comme les sulfamides, comme les vaccins dont on a sorti beaucoup de, dont on a tiré beaucoup de bénéfices, oui, et qui nous ont donné l'impression qu'on pouvait enfin vaincre l'adversité de la nature. La subjectivité humaine a pu un petit peu s'émanciper et le médicament est devenu l'espace d'une relation entre l'homme et son milieu, mais une relation au profit de l'homme. Dans les années 75, 80, 85, les innovations thérapeutiques ont été un petit peu en baisse, en souffrance. Bon, aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de scandales médicaux et on aurait tendance à aller vers un nouveau phénomène qui serait non seulement la démystification du médicament, il n'est plus sacré, il n'est plus miraculeux, mais en même temps une méfiance vis-à-vis du médicament. Et c'est ça qui m'inquiète un peu aussi. Il ne faudrait pas qu'il y ait un mythe, le mythe de, du médicament faussaire, du médicament danger. Moi, ce que je prônerais, ça serait un rapport plus réaliste au médicament, sachant que le médicament est pharmacone, c'est-à-dire à la fois remède et potentiellement poison. Il faut avoir conscience que dans le médicament, il y a potentiellement un danger. Il y en a toujours eu. Et c'est cette idée-là que moi, c'est ce rapport plus réaliste au médicament que j'aimerais voir davantage chez les médecins. Moins de foi, moins de confiance, mais pas non plus de méfiance. Un rapport critique. Voilà. Oui. Oui, merci. C'est vrai. Daniel Brault, donc procureur adjoint au TGI de Saint-Denis. Alors, que dire après l'intervention de Madame Moirot qui couvre vraiment le nœud de la question, comme ce que disait tout à l'heure le directeur de l'université. Pour moi, parler du médicament et intervenir sur le médicament, c'est démontrer que le médicament, c'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est pas l'affaire d'un laboratoire, c'est pas l'affaire d'un médecin, c'est vraiment l'affaire de toute une société. Et ce qui me frappe, parce que je pensais à l'histoire de la contestation quand monsieur... Je ne me rappelle plus le nom, Alan, c'est plus simple pour moi. Lorsqu'Alan a parlé, il a cité la phrase de Mark Twain sur les drogues. Or, quand je me réfère à la littérature d'il y a une centaine et de 300 ou 400 ans, ce qu'on mettait en cause, je pense à Molière et Thomas Diafoirus, je pense à Knock avec Jules Renard, c'était le médecin. Et aujourd'hui, c'est le médicament qui est passé au premier plan. Et je pense que ce n'est pas innocent, c'est qu'à la place du lien humain qui existe entre le patient et le médecin, c'est substitué un autre enjeu qui est celui du laboratoire et celui de l'économie. Et ça m'apparaît fondamental aujourd'hui. Et je pense qu'il faut vraiment une formation de citoyens pour que tous on puisse apporter une réponse éclairée à ça, comme le disait la personne qui me précédait. Et personnellement, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais quand Philippe de Chazourne m'a demandé d'intervenir sur le médicament, j'ai pensé à faire une recherche. Je lui ai dit tout de suite, moi ça m'intéresse parce que
Il y a des années que je suis tracassée dans mon domaine professionnel par le problème de l'artane. Et ce problème de l'artane, on y est confronté tous les jours dans le cadre de notre travail. Et jamais on est remonté jusqu'à la source. Pourquoi cet artane est là? Pourquoi il est prescrit à La Réunion? Pourquoi La Réunion, c'est le seul endroit du territoire français, département, territoire d'outre-mer compris, où l'artane joue un rôle dans la délinquance et où il est utilisé à titre de mésusage. Alors, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. J'ai fait toute une série de recherches qui ne sont pas encore arrivées au point. Mais voilà, je veux ajouter du concret à ce qui est vécu. Bonjour, je suis Jacques Paramé, président de REICAR, et comme je dis aussi souvent, patient déclaré. Et c'est vrai, quand on a une expérience de patient, comme disait ma voisine, Madame Brault, c'est que souvent, en fait, le patient qui, depuis 2002, aurait dû être un acteur qui aurait dû être acteur de sa santé, est malgré tout toujours un sujet. Il n'est pas considéré comme tel. C'est vrai, quand on connaît bien son médecin traitant, tout se passe bien. Mais quelque part, il manque toujours une information éclairée aussi sur les effets secondaires du médicament, parce qu'on a l'effet bénéfique, mais moi, en tant que patient, quand je lis la liste des contre-indications, parfois, ça fait peur. Et du coup, certains effets secondaires qu'on constate, on l'amplifie. De temps en temps, par exemple, moi j'ai des crampes, je dis oh, c'est le médicament qui me le fait. Et c'est vrai qu'après, quand je rencontre mon médecin, je lui en parle, il me dit non, ça va, c'est peut-être autre chose aussi. Et puis il y a l'âge, hein, donc tu ne peux pas rester jeune tout le temps. Donc il y a un certain dialogue, je ne crois pas qu'il existe peut-être de façon régulière avec son médecin là-dessus. Et de notre côté aussi, moi je suis un grand défenseur du dossier patient, Muriel qui est là en parlerait. Et je crois d'un côté aussi, les industries pharmaceutiques ont un peu cette peur de l'existence de ce dossier qui permettrait d'avoir une traçabilité exacte de ce qui a été pris, pas pris par le patient. Et à côté du dossier médical du patient, on voit aussi un dossier pharmaceutique. Et là, je parle sous le contrôle de Claude Maraudon et Eric Cadet. Ce dossier patient pharmaceutique aussi rame un peu avant de se mettre en place. Et par exemple, la pharmacie que je fréquente, le dossier patient, le dossier pharmaceutique, il n'est pas en place parce que je n'ai jamais été interrogé ou sollicité là-dessus, alors quand j'en ai déjà parlé à mon pharmacien. Donc, la présence de l'industrie pharmaceutique, je l'ai vue et revue à l'occasion de ma vie antérieure, parce que j'ai travaillé dans un hôpital. Et donc, j'ai vu sa présence fréquente au niveau, par exemple, de la pharmacie. Et on voit la maîtrise de tout ce qui est, par exemple, les dossiers d'appel d'offres où ils sont vraiment très présents. Bon, je laisserai la parole à mes collègues. Bonjour, Jean-Louis Gironès, secrétaire général de l'espace éthique de La Réunion. La réflexion éthique commence à se faire jour un peu partout dans le milieu de la santé et il y a quelque temps déjà, peut-être 3 ans, l'espace éthique de La Réunion a été saisi par un pharmacien d'hôpital. Nous demandons si un laboratoire offrait une molécule à l'hôpital à un prix dérisoire et qu'ensuite la même molécule était vendue en officine à un prix nettement supérieur. L'espace éthique est composé de médecins et surtout de non-médecins. Il n'y a pas un seul regard, mais des regards croisés. Après moult interventions des uns et des autres, nous sommes convenus que le cadeau de mes médicaments était empoisonné, puisque le patient, ayant été soulagé par le médicament à l'hôpital, demandait le même médicament à l'extérieur. Autrement dit, le laboratoire se rattrapait largement sur le cadeau qu'il avait fait. Notre décision était donc de s'abstenir d'accepter ce genre de promotion, ce genre de cadeau. Il est évident aujourd'hui
que le patient a son mot à dire dans le traitement qu'on lui propose, mais s'il est soulagé, il faut aussi comprendre qu'il demande à être poursuivi dans la même médication. Alors, que faire? Le comité de l'espace éthique est consultatif, nos délibérations n'ont pas force de loi. Ensuite, la personne qui nous a saisis fait ce qu'elle veut de notre appréciation. Voilà. Merci. Moi, personnellement, je suis Jean-Pierre Lajoie et je suis à l'île de la Réunion. Je m'occupe de l'association UFC Que Choisir, qui est une association de consommateurs. Nous avons un volet santé et nous publions régulièrement une revue qui s'appelle UFC Que Choisir Santé, où nous abordons assez régulièrement le genre de problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure, lors de ces deux présentations tout à fait excellentes. Je constate que dans le domaine de la santé, eh bien, malheureusement, on retrouve les mêmes problèmes que dans la consommation. On retrouve toute la panoplie de la vente, tous les systèmes faits pour attirer le client. Toutes ces choses-là, apparemment, on les retrouve dans le domaine de la santé et c'est un peu regrettable. Parce que pour nous, il va falloir essayer de faire en sorte que le patient soit bien remis au centre de tout ce jeu. J'aurais tendance à dire que dans le domaine de la santé, je vois trois pattes. Il y a d'abord le malade, évidemment, il y a le médecin et il y a le traitement. Et les laboratoires, pour moi, je les mets en dehors parce que finalement, ce n'est que un des points du traitement. Alors ça, c'est un des aspects qu'on a. Et je vais revenir un petit peu aussi sur ce qu'a dit Agnès tout à l'heure. C'est-à-dire que si on veut que les associations de patients ou de consommateurs puissent effectivement être crédibles, eh bien, il faut une certaine indépendance. Cette indépendance, nous, on essaie de la pratiquer. C'est-à-dire que chez nous, toute personne qui est liée au domaine de la vente, de la production, tout ça, ne peut pas faire partie de notre comité d'administration. Et ils peuvent être adhérents à titre personnel, mais sans plus. Ils n'ont pas de pouvoir de décision. Nous faisons très attention de ne pas faire de publicité. Nous ne prenons de publicité pour personne dans nos publications. Vous pouvez voir, il n'y a pas de pub. Mais ça nous coûte très cher. C'est-à-dire qu'on réduit d'autant nos possibilités de développement. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent. C'est vrai qu'on est crédible, on est écouté, mais on rencontre par contre de grandes difficultés dans le domaine. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup à nos 5 sages. Vous aurez l'occasion, bien sûr, de réintervenir. Nous allons bientôt être en Skype avec Alain Siari, qui est ici à l'écran. Peut-être qu'il y aura une question. Je laisse Issam gérer un petit peu les questions de la salle et éventuellement celles qui seraient venues par Internet. Moi, j'aurais peut-être une question à M. Géronès. Comment intégrer la réflexion éthique dans ce genre de décision, parce que vous avez dit que le comité éthique n'était que consultatif, et comment rendre une part plus importante à ce comité pour prendre des décisions qui soient effectives? Le comité d'éthique national et l'espace éthique local n'ont aucune subvention. Nous ne sommes inféodés à personne, à aucun laboratoire. Si le comité d'éthique comprend un certain nombre de médecins et un certain nombre de non-médecins, des juristes, des religieux, des usagers, des universitaires et des paramédicaux. Autrement dit, quand on nous saisit d'un problème, en général, il s'agit d'un problème qui tourne autour de la santé. Quand on nous saisit, donc, nous nous réunissons pour y répondre. Nous ne répondons pas dans l'urgence, car il faut un certain temps pour nous mettre d'accord sur une réponse. Mais cette réponse est circonstanciée. Alors, il est bien dommage que nos rapports soient uniquement consultatifs. Nous ne pouvons pas imposer quoi que ce soit, et heureusement pour nous, car nous serions tout de suite taxés de favoritisme dans un sens ou dans l'autre, alors que nous voulons rester neutres.
C'est un peu notre laïcité à nous. Autrement dit, si vous avez un jour besoin de notre avis, si un problème se pose dans votre exercice, nous serions heureux de pouvoir y répondre à condition que votre question soit éthique, donc en rapport avec la morale professionnelle. Voilà, pour l'instant. On a une question qui vient nous parvenir par Internet pour Madame Vitry. Alors, elle est encore en direct ? Bon. C'est par rapport aux moyens financiers des associations de patients. Et elle disait qu'elles ne pourront jamais, donc les associations de patients financées par seulement les apports des patients n'auront pas les mêmes moyens que celles financées par les laboratoires. C'est ce qu'elle a dit. Donc la personne en question, qui a un pseudo BlueRap, est choquée par cette considération. Il s'explique. La majorité des patients dans mon pays et ma région, en Île-de-France, dépensent en cosmétiques et ou en tabac beaucoup plus qu'en médicaments. Pourquoi les patients ne financeraient-ils pas leur information au même titre que nous autres finançons notre information indépendante ? Par ailleurs, il faut quand même reconnaître que payer des scientifiques à fournir une lecture critique de l'information médicale, ça coûte tout de même moins cher que de développer des médicaments. Bref, je veux en venir au fait qu'avoir une éthique de l'information médicale, c'est une préoccupation de médecins, mais que les patients ne sont en majorité pas intéressés par cette démarche. Ils préfèrent la médecine clinquante. Bon, ça peut s'adresser éventuellement aux patients, en fait. Merci beaucoup pour cette question. Agnès Vitry, je ne sais pas si elle est encore connectée, en tous les cas, elle peut y répondre par Internet, puisqu'elle peut utiliser la même voie sur mesdossiers.re. Nous sommes en communication, et si on a la réponse, évidemment, on la dira tout à l'heure.